La question que je vous pose cette semaine, chers auditeurs, chères auditrices, est: connaissez-vous Simon Boisvert? Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission de Connaissez-vous. Cette semaine, comme je viens de vous le mentionner, mon invité, c'est un ami à moi qui aussi a accepté de se lancer sans filet pour participer à ma petite entrevue. Il s'appelle Simon Boisvert. Bonjour Simon. Bonjour Martin. Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça fait plaisir de te recevoir. C'est un plaisir d'être avec toi aussi. J'aimerais savoir, Simon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde, je pense, dans les handicapés visuels qui te connaissent, mais j'aimerais ça qu'on fasse quand même un petit parcours un peu de ta vie. Je pense que c'est pas un secret. Tu es né en 1991, donc tu n'es pas très vieux, mais tu as quand même déjà un parcours assez impressionnant. Peux-tu me parler, toi tu es né, je pense, avec un handicap visuel? En fait, je suis né... théoriquement, j'aurais dû être voyant, mais dans les 24 heures ou la première semaine qui ont suivi ma naissance, à cause d'une maladie de sang, ma rétine a décollé. Fait que, on peut dire quasiment oui. Parce que tu te souviens pas d'avoir vu, là. Absolument pas. Ok, d'accord. Et puis, par la suite, bon, tu as vieilli, tu as grandi comme ça. Est-ce que tu te souviens un peu comment tu t'es aperçu que tu ne voyais pas? Je pense que je l'ai réalisé plus à l'école. Je pense que plus jeune, avant de rentrer à l'école primaire, mes parents m'avaient expliqué que je voyais pas, mais je réalisais pas vraiment ce que ça voulait dire. Concrètement? Non. J'ai été dans une école primaire régulière toute mon primaire. Puis c'est là que tu le réalises vraiment, parce que tu vois que les autres jeunes peuvent faire certaines choses que tu peux pas faire, qu'ils ont des intérêts. Je me souviens, jeune, on parle beaucoup, le monde aime beaucoup les Pokémon aujourd'hui là, à cause de l'application, mais quand j'étais jeune, on aimait ça à cause des cartes, puis ce genre de trucs là où j'ai plus ou moins embarqué. Là. Parce que tu les voyais pas. Parce que c'est ça, c'était comme moins intéressant. Puis, mais j'ai été chanceux quand même parce que j'étais dans un monde où, malgré le fait que je voyais pas, les jeunes s'arrangeaient pour que je trouve un intérêt commun avec eux, puis que ce qui aurait dû théoriquement pas m'intéresser m'intéressait quand même. Là. Mais tu as fait tout ton primaire à l'école régulière? Oui. OK. Et puis, c'est quoi qui a fait, parce que tu es allé à Jacques-Ouellet? Oui, à partir du secondaire, en milieu d'année de secondaire, mon intégration entre l'école primaire et le secondaire s'est mal passée. J'ai voulu... je suis parti d'une école primaire... c'est une école régulière, mais semi-adaptée. Je pense que certaines personnes dans le milieu vont connaître ça. C'est l'école Saint-Enfant-Jésus, où c'est une école où il y a des voyants, mais où il y avait un service adapté pour nous. Il y avait quelques non-voyants qui étaient là. Fait que l'intégration était simple. Puis au lieu d'aller dans une école, parce que l'école était dans l'ouest de la ville, proche du métro Laurier, ce genre de truc-là, moi j'étais dans l'est complètement. Pensant bien faire, on a voulu me rapprocher de la maison, mais ça, c'est s'intégrer dans un groupe de personnes de 4-5 ans, c'est facile. S'intégrer dans un groupe de personnes de 12-13 ans, ça l'est beaucoup moins. C'est plus difficile, c'est l'adolescence qui commence et oui, tous les problèmes que ça apporte. C'est ça, ça s'est mal passé, puis c'est pour ça que je suis allé à Jacques-Ouellet par la suite. Et là, Jacques-Ouellet, forcément, tu t'éloignais encore un peu de chez toi, mais que ça se faisait quand même bien en transport. On avait un transport scolaire, puis ça se faisait relativement bien. Mais toi, tu es né quoi, dans l'est de Montréal? Oui, que j'ai pas mal toujours vécu dans ce coin-là. Je pense que plus jeune, bébé, mes parents ont essayé de vivre en campagne, des choses comme ça, mais j'ai pas souvenir de ça. Là. OK. Puis tu as une sœur? Oui. Plus jeune que toi? Plus jeune de 2 ans, oui. Qui est pas handicapée visuelle? Non, pas du tout. Puis est-ce que ta sœur, quand tu étais jeune, est-ce qu'elle t'aidait? Est-ce qu'elle... Non, elle était plus jalouse, je dirais, parce qu'à cause de ma maladie puis du fait que je voyais pas, j'avais un peu plus d'attention des autres.
Et puis je pense que ça l'a toujours dérangé. Ça a pris. Il a fallu que je parte de la maison puis que je devienne plus vieux pour qu'on s'entende, là. Sinon, on se chicanait beaucoup plus. Puis elle Tu veux disait dire que. partir de la maison quand tu as été en âge de quitter la maison Ouais. à l'âge adulte? Ouais. Sinon, on se tolérait sans plus. Ah Elle oui, à disait ce point-là? Ah ouais, elle me disait qu'elle aurait aimé ça être à ma place. Puis je lui aurais donné sans problème, moi. Puis, parce que ben, je comprends tu sais, que pour elle, le monde ont toujours tendance à vouloir plus être avec nous puis à nous prendre en pitié, ce qui est pas une si bonne chose que ça, mais je le réalisais pas jeune. Pour là. un autre enfant, ça peut paraître des fois plus... Ben, ma soeur se sentait délaissée. Si j'étais à l'hôpital, ma soeur se faisait garder, ma mère s'en allait avec moi, des choses comme ça. Puis c'est... Fait que... Mais en contrepartie, moi aussi, je me sentais délaissée parce qu'elle pouvait garder, elle pouvait faire des plein travaux. de choses qu'elle pouvait faire que toi, tu te sentais un peu brimé. C'est ça. Fait que ça a pris quelques années avant qu'on arrive à avoir des bonnes relations. Aujourd'hui, elle m'aide beaucoup plus que... Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui m'aide Elle énormément. a réalisé aussi que, dans le fond, être handicapé, c'est pas une partie de plaisir. C'est ça. Puis aujourd'hui, dès qu'elle peut, elle m'aide. Puis fait que ça va bien. Et là, à Jacques Ouellette, comment ça s'est passé quand tu es arrivé? Est-ce que ça a été... Est-ce que tu en gardes une belle expérience Ça dépend. partagée? C'est partagé, je dirais. Je suis arrivé comme un cheveu sur la soupe au mois de janvier d'une année, toi. Une journée qui faisait pas beau. Je suis arrivé, première journée de classe avec 45 minutes de retard, toi, dans la classe, comme ça. Bonjour tout le monde. J'arrive. Puis ça a fait que j'ai dérangé un peu, je pense. Fait que ça n'a pas très bien été les débuts. Les premiers mois n'ont pas été évidents. Après, ça s'est replacé, puis ça c'est devenu une expérience assez bonne. Là où ça s'est corsé, c'est que vers la fin, Jacques Ouellette est devenu plus une école multi-handicapée qui fait beaucoup plus de CFR aujourd'hui, de cheminement pour les personnes en difficulté, beaucoup plus que les personnes qui sont au régulier. Puis quand je suis parti, ça semblait déjà comme ça. Là, on était on était vraiment une minorité là, au régulier, fait que ça donnait pas une si bonne expérience que ça. Ben, moi, je suis parti de Jacques Ouellette en 88, puis je commençais déjà à avoir cette impression-là. Ça fait que... Je peux te dire qu'en 2007-2008, c'était encore pire. Et comment ça se passe quand on arrive comme... Là, tu as fini ton secondaire à Jacques Ouellette? Non, en fait, j'ai... Pour des raisons que j'expliquerai pas trop, j'ai fini par lâcher tout simplement. OK. Puis, justement, un peu à cause de cette expérience-là. Là. Puis, j'ai fini par aller aux adultes à Champagnat pour terminer. Puis, j'ai terminé mon secondaire là. OK. Mais quand on arrive à la fin de son secondaire, toi, tu n'as pas de vision du tout, qu'il faut penser à soit poursuivre les études au niveau collégial, soit se trouver un travail. Comme, à quoi on pense? Qu'est-ce que tu voulais faire dans la vie? Qu'est-ce que tu voulais comme dans la suite des choses? Moi, ça a toujours été clair. En fait, non, c'est pas vrai. Juste pendant mon école primaire, je voulais être animateur de radio. Puis je me suis vite rendu compte que sans la vision, ça devenait compliqué. Puis en rentrant à Jacques Ouellette, ça a eu ça de bon. J'ai eu une révélation que l'informatique, c'était vraiment un domaine que j'adorais, dans lequel je me sentais bien. Puis je me souviens, là, je regardais des cassettes de formation de jazz, qui est la revue d'écran qu'on connaît tous, puis j'étais comme, moi j'aimerais ça, faire des affaires comme ça, travailler pour cette compagnie-là qui faisait jazz en français, qui était visuel à l'époque, puis je savais que je voulais m'en aller là-dedans, fait que c'était facile de continuer dans cette voie-là, pas de continuer, mais de savoir vers où je voulais aller, là. Et te souviens-tu du premier ordinateur que tu as eu? Oui, c'était à mes 6 ans. C'était un IBM qui était Windows 95. Écoute, c'était vieux. Mais j'ai commencé, c'est ça. Moi, à l'école primaire, moi, ils m'ont tout de suite pitché un ordinateur dans les mains, puis on écrivait nos travaux là-dessus, on les imprimait. J'avais une vieille imprimante à bretelles avec les feuilles là, qu'il fallait comme détacher, puis j'imprimais mes travaux là-dessus. Puis... OK, c'est qu'au primaire, vous faisiez déjà vos travaux sur l'ordinateur. À l'école régulière, oui. Les seuls travaux qu'on faisait pas à l'ordinateur, c'était les mathématiques, parce que de visualiser des calculs, c'était compliqué. Là. OK. Mais quand tu t'es rendu compte que tu avais vraiment la passion de l'informatique, concrètement, comment t'as commencé ça? J'ai eu la chance d'avoir le mari à ma mère à l'époque était quelqu'un de calé en informatique.
Puis j'ai découvert que ça avait l'air le fun. Puis j'aimais ça, moi, briser mon ordinateur en faisant des affaires qu'il faut pas faire. Puis avant, je demandais à mon père de le réparer, puis je le regardais faire, puis je trouvais ça le fun. Puis en fait, quand j'ai fini par le rebriser, puis un moment donné, ben, il m'a dit, écoute, je suis tanné, fait qu'arrange-toi tout seul. Puis je me suis arrangé tout seul, puis j'ai découvert que c'était le fun de régler des problèmes de même, puis de découvrir des choses. C'est pas régler des problèmes, c'était le fun aussi, mais de découvrir comment ça fonctionnait, de découvrir tout ça. Fait que ça a été ma révélation là, vers 13-14 ans, là, je savais que je voulais aller là-dedans. OK, c'est que c'était pas juste de le faire fonctionner, les logiciels, c'était aussi de le réparer vraiment. De le réparer, mais je pense que ce qui m'intéressait plus que de le réparer, c'était de découvrir pourquoi, comment, puis pourquoi ça fait ça, comment on fait pour faire tel truc. Une fois qu'on l'a trouvé, une fois qu'on l'a trouvé, on peut l'expliquer. Puis je sais pas comment le dire. Là. Mais comment on peut penser être capable de faire ça quand on voit pas? Tu dis, je le regardais faire. Comment tu, concrètement, une fois que l'ordinateur est ouvert, comment tu peux concevoir? Mais soit il me montrait, ça dépend si le bris était physique, il me montrait les pièces en me disant, moi, ça c'est un disque dur. Ça va à tel ça va à telle place. Tout ça. Puis ça a été approfondi par la suite à Jean Colette quand on a démonté des tours puis tout ça. Là. Puis s'il faisait quelque chose de formater un ordinateur, des choses comme ça, là, il n'y avait pas les revues d'écran puis tout ça, mais il m'expliquait sur quoi cliquer, sur quoi faire. Comme ça, ben, ça fait qu'aujourd'hui, si j'arrive à un moment donné où j'ai besoin de le faire puis que je peux pas avoir d'écran, ben, je sais au moins où envoyer. Quelqu'un qui s'y connaît pas du tout, je pense par exemple à ma copine qui s'y connaît. Je dis, tu lui mets un ordinateur dans les mains, tu lui dis formate-le, elle saura pas comment. Là. Mais je suis capable de la guider elle, puis disais, ben écoute, va chercher ça, fais ci, puis. Mais tu dis, vous faisiez ça à Jacques Ouellet, démonter des tours d'ordinateur? On a fait ça un petit peu. Pas beaucoup, là, on a démonté une ou deux, là, mais okay. C'était assez pour que je comprenne comment c'est fait. Là. Je pense à quelque chose, il y a pas si longtemps, j'ai eu besoin de rajouter un périphérique sur une tour d'ordinateur, puis ben, je savais comment faire, je l'ai fait tout seul. Puis... C'est que toi, ça t'inquiète pas. Là. C'est non. Pas, non, c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Même installer un logiciel ou installer n'importe quelle composante d'ordinateur, toi, de pas avoir la vue, c'est pas un obstacle. Non. Je veux dire, tu t'en tires, tu t'en sors. Je m'en sors. Des fois, ça prend plus de temps que les autres parce que chaque tour est différente, chaque logiciel même est différent. Des fois, ben, ça semble évident et ça ne l'est pas toujours, mais c'est aussi ça le trip du métier, je pense. Là. OK. Mais moi, je vais faire une analogie. Je voudrais qu'on parle peut-être une petite phrase sur ta mère. Tu me racontais déjà que ta mère, elle n'avait pas peur non plus de t'enfoncer des portes là, quand elle voulait te montrer des choses, d'aller voir les gens, de dire... ah non, si je disais à ma mère, j'aimerais ça rencontrer telle vedette, puis on s'en donnait à aller d'une place où ce qu'il l'avait, regarde, mon fils, il est aveugle, puis il veut te voir, fait que tu vas aller le voir. Puis les autos, hein? Ah, les autos, oui. Un amateur d'auto. Ah oui, je me souviendrai toujours une fois, on était au cinéparc pour aller voir un film, ça fait quelques années de ça, puis ma mère a vu une Ford 1935, je pense. Elle a vu ça dans le parking, puis elle a fait hey, mon gars, il aimerait ça voir ça. Elle a débarqué, elle est allée voir le chauffeur, elle dit je sais, tu me connais pas, mais mon gars est aveugle, il veut voir ce char-là. Puis elle m'est arrivée à me montrer ça, puis. Ouais, c'était. Est-ce que ça te gênait ou si ça te fascinait de voir à quel point que. C'était malaisant d'une certaine façon parce que c'est du monde qu'on connaît pas, mais j'étais content qu'elle le fasse parce que ça m'a permis de découvrir des choses que j'aurais jamais vues sinon. Puis, toi, tu connais quand même pas mal les autos. Je pense que tu me disais que tu es capable de reconnaître les maps de voitures par les sons de... Le son, ou sinon c'est le toucher, le fait de s'asseoir dans une voiture. Je dis, des fois il y en a qui se ressemblent. Je pense par exemple à Kia et Hyundai, par exemple, qui sont deux marques qui sont faites à peu près avec les mêmes pièces. Ben, quand j'embarque, je peux dire ça, c'est soit une ou soit l'autre. Puis il y a certains modèles que je peux préciser avec plus de précision. Là. Mais j'arrive puis avec le son du moteur, je pense par exemple l'auto de quelqu'un que je connais qui vient me chercher régulièrement, il va s'arrêter en face de moi, puis j'ai aucun doute que c'est cette personne-là qui vient d'arriver. Là. Mm-hmm. C'est quand même pas à négliger parce que bien souvent, hein, la personne peut arriver, puis on sait pas, puis on va attendre qu'elle nous interpelle ou qu'elle klaxonne, puis on pourrait même se faire jouer des tours. Des fois, ça peut être pas pour nous le klaxon. Oui. C'est vrai que c'est quand même des détails auxquels on est confronté. Mm. Et là, bon,
passion pour l'informatique, est-ce que, moi je sais où tu travailles maintenant, puis il y en a aussi d'autres qui le savent, mais avant d'en arriver là, qu'est-ce que tu as pensé faire? Je sais que tu as fait des cours aussi. J'avais j'avais fait un AEC en informatique. J'ai voulu m'en aller en développement au début pour créer des logiciels. Je me suis vite rendu compte que ce qui intéressait le monde, malheureusement, aujourd'hui, c'était il fallait placer les boutons d'une certaine façon, les couleurs, c'était beaucoup visuel. Puis j'ai dit, ah non, j'ai dit ça, c'est pas pour moi, je serais pas là-dedans. Fait que j'ai recommencé en gestion de réseau à la place. Ça, c'est d'installer des parcs informatiques dans des entreprises, de préparer le terrain pour des nouveaux employés, de gérer les serveurs, des choses comme ça. Puis ça, j'ai trouvé ça plus intéressant. Puis pendant que je faisais mes études, il y a la compagnie où je travaille en ce moment qui m'a appelé puis qui m'a proposé un poste suite à un stage que j'avais fait. Mais juste pour en rester un petit peu à la formation, là, c'était évidemment une formation qui n'était pas adaptée. Non. Que tu étais le seul non-voyant dans le cours. Tout à fait. Comment on se sent quand on arrive là? Est-ce que ça fait peur un peu? Est-ce que le professeur doit s'adapter beaucoup? Je dirais oui puis non, parce que j'ai pas fait le choix d'aller dans un collège public. Moi, à cause de ma maladie qu'on a abordé un peu au début, j'ai souvent des ennuis de santé qui font que je peux pas toujours être là tout le temps. La majorité du temps, je fais assez bien, mais il peut y avoir des petits ou des grands bouts où je peux pas être présent. Si c'est un collège public, je me rattraperai jamais, j'y arriverai pas. Puis je me rendais compte de ça juste à regarder le temps que ça a pris faire mon secondaire. J'ai redoublé des années à cause de petits trucs comme ça. Fait que tu te dis, fait que j'ai préféré pas me battre. Puis je suis tout de suite allé vers l'Institut Técart, qui est un collège privé. Puis avec eux, on n'est pas beaucoup dans les classes. OK, c'est des classes de combien à peu près? Une dizaine. OK. Je pense que j'ai vu 12 une fois. OK. On n'est pas beaucoup, puis on est toujours le même groupe tout le long. On suit toute la même technique ou le même programme. Ça fait qu'on est tous ensemble dans tous nos cours. Faut qu'on s'entende, sinon ça va mal. Mais on est tous ensemble. On change de prof, mais les profs ont toujours été super fins, s'adaptaient beaucoup à moi. Il y en a même un qui s'est arrangé pour me faire un plan réseau, mais qui m'a fait ça en format informatique. Écoute, je saurais pas comment le décrire, là, mais pour que j'arrive à comprendre qu'est-ce qui se branchait où, comment marchait tel truc. Et les profs, ils se donnaient vraiment à fond, puis ils m'ont vraiment donné un bon service, là. J'ai eu l'impression d'être vraiment bien accueilli, puis que c'était possible de le faire. Mais je pense que ce qui m'a aidé, c'est d'être allé au privé. Je pense pas qu'au public, j'aurais eu ce genre de service-là. Puis si c'était à refaire, je retournerais au privé aujourd'hui. C'est ça, au public, ça aurait été des gros groupes avec... T'es plus mélangé. T'as plus le cours de Windows avec tel prof, mais t'as d'autres élèves avec toi que dans le cours, par exemple, de Linux, par exemple. Là. Ça va être d'autres élèves d'un cours à l'autre. Fait que c'est pas juste le prof qu'il faut que tu t'adaptes, c'est les élèves aussi. Moi, j'avais l'avantage de m'adapter à une personne, puis par parcours, puis de m'adapter à son enseignement. Ce qui était le plus difficile, c'est quand le prof expliquait des choses en montrant... Les autres, ils avaient un projecteur, puis il montrait à l'écran qu'est-ce qu'il faisait. Puis il décrivait beaucoup, mais j'arrivais pas toujours à suivre. Puis des fois, j'y allais trop vite. Puis il disait, regarde, je vais l'expliquer, je vais venir te voir après. Puis j'avais de la misère à pas m'endormir pendant ce temps-là. Mais autre que ça, tu voyais que si j'avais pas compris de quoi, t'es allé trop vite, j'ai pas compris, il répétait, puis tout, j'ai jamais eu de problème pour ça. Puis est-ce que les autres étudiants t'aidaient aussi? Toujours. Que, oui, j'ai eu une très bonne relation avec les autres étudiants. On est tous là aussi, au prix qu'on paye, là. On est tous là pour être sérieux puis pour réussir, fait que on veut pas niaiser avec ça. Ça que tu t'es quand même senti accepté. Oui. 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 Parce que je reviens un petit peu à Jacques Ouellette. J'imagine, tu me corriges si je me trompe, que tu t'es quand même fait quelques amis là-bas. Oui. Des amis que tu vois encore aujourd'hui. Oui, mais ça n'a pas été si évident, je te dirais. Au début, j'étais pas accepté. Au début, j'ai dérangé. À ce point-là? Ouais, au début, j'ai vraiment dérangé. OK. Du fait que tu étais arrivé en plein milieu de l'année? Je pourrais pas expliquer. Je pense que c'est un truc de circonstance. Le monde qui était là à l'époque, la gang était toute faite. Puis moi, je suis arrivé, puis je me suis comme incrusté dans la gang, puis j'étais de trop, ils savaient pas où me mettre, puis les conflits en amenant un autre. Puis aujourd'hui, c'est des personnes qui sont mes meilleurs amis, fait que ça va bien, mais je veux dire, ça n'a pas été si facile que ça. Okay. Puis même, il y en a qu'on est devenus amis une fois qu'ils ont quitté Jacques Ouellette. Là. OK.
OK, à ce point-là, oui. Ouais. Parce que il y a un point que je voulais parler avec toi. Ben, tu as travaillé quand même aussi, je pense qu'on peut le dire, au RAC. Oui, Pour faire je fais encore du soutien OK, informatique tu aux en fais besoins. encore, d'accord. Ouais, aux besoins. OK. Ça, c'est le RAC, bon, les gens le savent, là, c'est quand même un organisme pour les non-voyants. Euh, parce que tu as été membre aussi de l'ARS. Oui. Mais pour toi, les clubs de loisirs, c'est pas comme une priorité. C'est plus, tu pouvais aller chercher peut-être certaines choses. Je suivais mes amis, OK. mais j'ai d'autres amis dans un monde de voyants. Moi, j'ai été comme en ayant été au primaire dans un monde de voyants, je me suis créé un monde. Moi, je suis pas j'adore, on a besoin d'amis non-voyants pour parler, puis ça, puis dans la vie, ben, ça fait qu'on en croise, ça fait qu'on s'en fait des amis, c'est normal. Mais je suis dans un monde où je peux m'adapter à une gang de voyants, là. Fait que... Et comment qu'on fait pour se réintégrer à des voyants, admettons, après Jacques Ouellet? Est-ce que c'était à l'école? Est-ce que c'était autrement? Ben, c'était au travail, au cégep, c'était pas mal partout selon ce que tu croises. Je pense que la façon que tu dois faire, puis c'est ce que j'avais réussi à faire, quelqu'un qui commence son primaire à Jacques Ouellet, arrive en secondaire 3, 4, 5, décide qu'il veut être intégré. Je vais essayer de bien traduire ma pensée. Il saura pas de quoi parle un voyant. Il va se sentir un peu démuni face à un voyant, je pense. Moi, je suis arrivé, j'ai connu des voyants toute ma jeunesse. Des voyants dont il y en a certains que je parle encore aujourd'hui. Je suis arrivé, je sais de quoi ça parle, ils sont comme nous. Il suffit juste puis il suffit juste de leur montrer qu'on est des personnes normales, qu'on est capable de s'adapter. Je veux dire, moi, mon père, ben, le mari à ma mère était comme, c'est toi qui dois s'adapter aux gens et non pas l'inverse. Ils vont t'aider si toi tu t'aides en premier. Écoute, mon père était du genre à défaire la maison au complet. Là. C'était une maison où tu pouvais inverser la salle à manger puis le salon. Je pouvais me coucher, le salon était dans une pièce, la salle à manger dans l'autre, puis me lever le lendemain matin, c'était tout inversé. Tout changé. À tous les 3 mois, il changeait ça pour me montrer, ben quand un voyant c'est en bordel, un voyant c'est pas organisé. Le frigo en ordre, là, tout à la même place, j'ai connu ça aujourd'hui parce que c'est comme ça. Mais quand j'étais jeune, non, écoute, j'ai déjà mis ma mère avait acheté une poche, c'était du jus en poche, en sac, un peu comme les poches de lait. J'ai déjà mis ça dans mes céréales, toi, puis... Puis c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans un monde de voyants, mais comme... J'arrive à m'adapter, je pense. C'est que tu n'as pas été couvé là, à dire on va faire attention, Simon, où on met les objets. Ah non, pas du tout. On va pas toucher à tes affaires. Oh mon Dieu, non. Ça a été. Tu t'organises, ils devaient croire en toi que tu étais capable. Puis... Écoute, ils ont déjà rechangé les meubles de ma chambre au complet. Je suis parti à l'école le matin, ma chambre était d'une façon. Je suis revenu, j'avais des nouveaux meubles, ça avait tout changé, c'était le bordel. Découvre ta chambre, arrange-toi. On a tout déplacé, garde, tu cherches quelque chose, cherche-les. J'échappais quelque chose à terre. Maman, t'as-tu vu tel truc? Non, ouvre tes yeux, cherche-les. Puis c'était frustrant jeune, mais aujourd'hui, je me rends compte que c'était une maudite bonne idée. Parce que toi, Simon, je pense pas me tromper, mais encore là, tu me corriges. Si tu veux aller à quelque part, tu pars puis tu y vas. Oui, je prends les transports réguliers. Si je veux aller à quelque part, même si je suis jamais allé, garde, je prends mon GPS puis go. Si j'ai besoin, si j'ai le temps, je vais demander à un voyant que je connais. Hey, ça te tente-tu qu'on aille regarder vite fait? Mais si ça la donne pas, ben garde, tant pis. Puis tu pars, puis tu peux t'organiser, des fois, à demander de l'aide sur place, mais tu vas pas t'empêcher Absolument pas. d'y aller pour un simple problème de vision. de non. vision. Non, absolument pas. D'ailleurs, parce que c'est ça, des incidents comme le jus, il doit en arriver quand même un et un autre. Hein, quand même. Assez, oui, quand même. Oui. Et là, bon, là, tu fais du soutien technique au RAC, tu faisais ta formation, et à un moment donné, est venu comme un appel inattendu. Oui, en fait, j'avais fait un stage par l'Institut Nazareth et le Bibraille sur les nouvelles technologies avec
voulais faire un comparatif entre les iPhones et les Android. Ça aussi, c'est un domaine dans lequel On va en parler, oui. c'est ça, dans lequel je suis très à l'aise. Fait qu'après ce stage-là, je suis retourné à mes études, tout simplement. Puis à un moment donné, je dormais, une journée, j'avais pas de cours. Je reçois un appel. Oui, bonjour, je travaille pour Humanware, on aimerait ça vous engager. Écoute, ça te réveille un homme, ça. si vous vous souvenez bien, au début, je disais que j'aurais rêvé de travailler là jeune, mais c'est quelque chose auquel j'ai cru, auquel je me suis dit, ça se fera pas. C'est ça, je voulais pas que tu le dises tout de suite au début parce que je savais qu'on allait en parler, mais c'était comme, l'endroit convoité un peu. C'était l'endroit convoité, mais après mes études, j'y croyais plus ou moins. Fait que quand c'est arrivé, ça a été ben maudit, je peux pas laisser passer ça. Sans que tu fasses rien, dans le fond. J'ai même pas cherché, mais je trouve ça le fun, je suis content. Mais je l'ai pas cherché, je dis ça, mais oui puis non, parce qu'en fait, ce qui m'a aidé, c'est qu'il y a quelqu'un qui a apprécié ce que j'ai fait au stage et qui m'a référé. Fait que je l'ai pas cherché techniquement, mais si j'avais pas été bon à mon stage à l'Institut, j'aurais pas eu de. C'est ça, t'as fait pour, mais sans être sûr que ça fonctionne. Mais comme tu dis, t'as été apprécié dans un stage, puis ça t'a mené loin, comme on dit. Je pense que oui. Maintenant, chez Humanware, est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consistent tes tâches quotidiennes? En fait, on prend les produits, soit qui vont sortir bientôt, soit les mises à jour. Par exemple, tout le monde connaît le Braille Note Touch aujourd'hui, le preneur de notes sur Android. Je veux dire, c'est plus un secret pour personne. Il est sorti l'année dernière. J'ai travaillé dessus. Ma job, c'était de m'assurer que ça serait un produit qui serait correct, de le tester dans tout plein de situations. Puis c'est encore ça aujourd'hui parce qu'il y a des mises à jour qui sortent. Puis c'est comme ça avec ça, c'est comme ça avec le Victor. J'en ai fait un peu pour le Tracker Breeze aussi. De le tester dans plein de situations. Puis mes compétences en informatique font que s'il y a un bug, dans certains cas, c'est trop profond, je ne peux pas trouver. Là, mais dans plusieurs cas, je peux arriver et dire écoute, ça marche pas parce que ça. Donc, je peux arriver à donner un rapport un peu plus détaillé. Puis dans le fond, ma job, c'est ça. C'est de faire les tests, de m'assurer que ce que vous allez recevoir, c'est un produit qui fait du sens en bout de ligne. On est le moins de bugs possible. C'est ça. À chaque fois qu'il y a une mise à jour, est-ce que c'est comme une remise en question un peu? Est-ce qu'on... Toi, je sais que tu n'as pas peur non plus d'utiliser des versions bêta. Oui, tu vois, ça t'inquiète pas, là. Changer de téléphone demain matin, pour toi, c'est pas... c'est plus un amusement qu'une crainte. Ah, moi, je trouve ça le fun. Pendant des années, je me promenais entre iPhone puis plein de téléphones Android, puis j'aimais ça. Mais tu vois, c'est le fun de découvrir un nouveau téléphone. Oui, puis tu ça me manque même aujourd'hui. Tu disais même que tu changerais plus. Ouais, finalement. Et là, première chose qu'on savait, t'avais changé, t'avais l'air le plus heureux des hommes. Ouais, mais puis même aujourd'hui, ça me manque. Là, ça fait longtemps que j'ai l'iPhone, là, mais non, je pense que je vais finir pareil. c'est dans ma nature, j'aime ça. Je pense que. Puis ma job, c'est parfait, c'est de découvrir un nouveau produit. Je suis parti d'un produit qui était vraiment loin d'être le Braille Note Touch que vous avez vu aujourd'hui. Puis c'est le fun de voir ça, puis d'être celui qui a participé aux décisions. On s'entend que je suis pas tout seul à le tester, puis je suis pas tout seul à prendre des décisions, non? Mais d'être celui qui participe à ça, puis de dire ça, j'ai contribué, puis je trouve ça valorisant, je trouve ça le fun. Puis de tester ces produits-là en se disant j'aide un peu notre milieu, mais je trouve ça agréable. C'est comme une façon de laisser ta marque justement dans le monde des non-voyants. Oui. Ça m'amène une autre question. Chez Humanware, est-ce que tu donnes de la formation des fois ou si... Non, ça c'est pas mon domaine. Mais tu en as donné pour l'iPhone... Pendant quelques années, en collaboration avec le RAM, puis ensuite à mon compte avec un de mes amis. Oui, j'en ai donné pendant quelques années. Aujourd'hui, par manque de temps, je le fais plus. Mais oui, je l'ai fait pendant quelques années. Ça doit demander une patience incroyable de faire ça. Faut être patient parce que chaque personne a des requis différents. Puis apprendre un iPhone, c'est un écran tactile, c'est pas quelque chose de si simple. C'est quelque chose que je pense, avec le recul, j'aime faire, mais j'aime faire une personne à la fois. Quand on faisait des groupes de 4 ou 6, là, puis ça, je pense que c'était beaucoup. C'était beaucoup. Parce que les 6 personnes ne sont pas au même endroit. Ils sont pas au même endroit, puis là, tu cours partout en essayant de suivre tout le monde, puis je pense que j'ai la compétence, mais j'ai pas la patience pour faire ça. Mais la première fois que tu as eu un téléphone... Non, la première fois que tu as entendu parler d'un téléphone à écran tactile,
Ça a été quoi ton impression? J'en ai entendu parler de l'iPhone en septembre 2009 par un podcast qui s'appelle Socitech. Le gars, il y avait un iPhone, puis il y avait 2 ou 3 podcasts de sortie. C'était l'iPhone 3GS qui commençait à être accessible. Il nous montrait ça dans son podcast. C'est pas compliqué. Le lendemain, je me suis levé, je suis allé en acheter un. C'est aussi simple que ça. Je me suis levé, je disais, moi, je veux ça. Puis l'iPhone, en 2009, était loin d'être ce qu'il est aujourd'hui. C'était beaucoup moins agréable, c'était beaucoup... Mais on avait les horaires d'autobus, on avait ça nous ouvre tellement de portes, ces appareils-là, que depuis ce temps-là, ben écoute, je pense que ça a été le meilleur move que j'ai jamais fait. Puis j'ai été un des premiers au Québec, ou en tout cas à Montréal au moins, à acheter un iPhone. Il m'est arrivé de donner des formes, de montrer à l'INLB les possibilités de ce genre de téléphone-là, puis de... Donc, la première fois que tu l'as eu entre les mains, bon, tu avais entendu un peu le podcast, mais Je savais pas comment ça marchait, je suis parti de zéro. Là. Je savais à peu près là, qu'il fallait... J'avais 2-3 gestes de base, puis ça s'arrêtait là. comment tu considères qu'a été ton apprentissage? Est-ce que ça a été... Est-ce que tu l'as regretté à un moment donné? Est-ce que... À l'époque, le clavier était pas ce qu'il est aujourd'hui, puis je trouvais que taper des textos, des trucs comme ça, c'était long. Puis on n'avait pas Siri, hein, ça a été plus tard, ça aussi. C'était long et compliqué, mais c'était la solution qu'on avait. Puis je pense que regretter, non. Je l'utilisais clairement pas à sa pleine capacité. T'as jamais eu envie de le garrocher au bout de tes bras? Les premiers mois, peut-être. Ah, les premiers mois? Le premier mois, je dirais oui. Okay. T'essayais d'écrire un texto à ta mère ou à ta blonde, te dire tu t'en viens, mais là, il fallait double taper sur chaque lettre. Puis à chaque fois que je pognais une bosse dans l'autobus, là, mon doigt, j'essayais de trouver une lettre, mais il tapait dessus. Fait que finalement, ces moments-là ont été difficiles, mais une fois que j'ai trouvé la twist. Et après ça, de suivre toute l'évolution, ça c'était le 3. Ouais, c'est le 3GS, on est rendu au iPhone 17 aujourd'hui. Est-ce que tu attends le 8? Oui, mais je regarde les rumeurs, puis je sais pas. Je verrai. Je sais pas. Je regarde ce qui s'en vient, puis je sais pas si mon goût d'aller voir ailleurs va... Oui, parce que, bon, ailleurs, c'est Android. Oui. Et quelle a été ton expérience avec Android? Bon, encore là, on va en 2011. Okay. L'iPhone 4S, c'est sur la veille de sortir, mais il n'est pas encore sorti. Puis mon 3GS, il commence à être vieux par avoir de la misère, puis je suis tanné. C'est le téléphone, j'ai toffé 2 ans, ça c'est un miracle. C'est le plus longtemps. ça, j'osais pas le dire. Parce que faire tout l'historique des appareils, tu m'en as déjà fait une partie... Puis honnêtement, tu m'as perdu parce que... En 2011, je me suis dit, je suis tanné, mon iPhone est lent, puis là, j'en sors pas d'autres, puis ça me tente pas d'attendre, fait que je m'en vais. Puis je suis allé pogner un Android, puis on remonte à l'époque où Android, les écrans tactiles marchaient pas, ça prenait des téléphones avec des claviers, puis c'était... Android égale pas l'accessibilité d'un iPhone aujourd'hui, mais l'égalait encore moins à l'époque. Ils ont fait beaucoup de progrès, ça reste utilisable aujourd'hui, là. Puis j'ai décidé de me lancer là-dedans. Puis je l'ai eu. Puis après ça, ben, chaque téléphone était différent. Fait que ça a été un téléphone après l'autre pour les découvrir. Puis découvrir les mises à jour. Ce qui me frustrait d'Android, en fait, c'était que un téléphone sortait avec une version d'Android, puis il restait généralement là. Puis moi, ben, je voulais voir les nouveautés. Fait que je changeais de téléphone tout le temps. Donc ça, c'était en 2011. T'as fait combien de temps avec Android, à peu près? Je dirais qu'il y a eu 3 ans où je me suis promené entre les deux. OK. Tous les 2-3 mois, mettons un Android après l'autre, puis je revenais au iPhone 3-4 mois, là, je retournais. En 2014, je me suis calmé un petit peu. Là, tu es revenu à iPhone. Ouais, j'y suis resté. Je change d'iPhone à toutes les années, j'achète le nouveau, mais j'y suis resté. J'ai l'Apple Watch aussi, fait que ça aide à garder le téléphone. Mais oui, en effet. Mais ça prouve encore une fois que de changer de téléphone pour toi, de changer complètement de technologie, c'est comme pas... Mais Android est quand même moins accessible. Ils sont un petit peu en arrière par rapport à... Ils sont un petit peu en arrière, il y a des choses qui prennent un peu plus de temps, puis ça le rend dommage. Puis c'est plate parce que, en fait, ce qui est plate là-dedans, c'est qu'on pourrait faire quelque chose de beau. La meilleure preuve de ça, c'est le Brand No Touch, qui est un appareil Android qui est d'une accessibilité incroyable, qui fonctionne
bien, avec lequel on a Je retrouve, j'aime pas les tablettes en général, puis avec Android, je me sens bien à l'aise, mais je retrouve pas la fluidité que j'ai sur un iPhone, puis tandis que sur un Real Note Touch, par exemple, c'est le genre de fluidité que j'arrive à retrouver. Et dans les non-voyants, est-ce que tu dirais que la majorité sont iPhone ou Android? Je dirais iPhone. Oui. T'en as quelques-uns qui ont Android, mais c'est iPhone. Ils s'en sortent. Sur Android, oui, il y a façon de s'arranger. Et si c'est sûr que si on te retire l'informatique, si on te retire les voitures, si on te retire ton travail, est-ce que Simon s'ennuie des fois? Qu'est-ce que Simon fait pour ne pas s'ennuyer? Il lit. J'aime beaucoup lire. Je prends pas assez le temps, je pense. Mais j'aime beaucoup lire. J'ai lu une longue série que tu connais bien, La Mémoire d'un quartier, par exemple. Ouais, on a rien de temps. Ah oui, c'est rare que je prends le temps de lire, mais quand je me décide que je veux lire ça, ben je m'y mets puis j'arrête pas. Sinon, ben, je regarde des vidéos beaucoup, une couple de chaînes YouTube, mais encore là, c'est lié à la technologie, aux voitures, puis à la... On s'en sort pas. Non, je reviens là-dessus. Mais je lis, je vais apprendre des chemins que je connais pas. Parler au téléphone avec mes amis, j'aime bien ça aussi. Je suis quelqu'un qui adore parler. Puis sinon, j'aime bien jouer au poker comme je l'ai déjà fait avec Lars ou en famille. Les petites réunions entre amis aussi, c'est très agréable. Parce que lire, tu lis quoi des romans? Tu sais, le Mémoire d'un quartier, c'est un roman historique. Est-ce que tu as une préférence pour un type de lecture? Est-ce que tu lis en audio? Est-ce que tu... Je peux lire en braille, mais ce qui me dérange, c'est pas de lire en braille, c'est le nombre de livres que ça prend. Oui. Fait que finalement, je lis en audio. Et tu lis à vitesse plus rapide aussi, je pense. Ouais, je me mets je pense que c'est 4, quelque chose comme 3 ou 4. Là. Je me souviens qu'une fois, tu m'avais hébergé, je t'avais parlé d'un livre, tu l'avais pris, tu l'avais lu pendant la nuit. Oui, quand je m'étais mis, c'était, j'adore ça, lire. Quand j'ai le temps puis que je m'y mets. Sinon, j'ai adoré les Harry Potter, ça, moi, je me suis plongé là-dedans, j'aurais donc aimé ça à 11 ans qu'on vient de me chercher. Ah, maudit! Puis ça fait que, ben, encore aujourd'hui, dans mes loisirs, il existe des fanfictions d'Harry Potter, des fans qui ont décidé de continuer ou d'écrire un peu ce qui précédait les livres. Ok, d'écrire autour un peu de... Autour de soit une différente version de ce qui s'est passé pendant ou une version de avant et après. T'en as des milliers de fanfictions. Puis j'aime bien en lire, là. Je suis pas mal là-dessus dans ces temps-ci. Malgré toutes tes occupations, je pense qu'on peut dire aussi, c'est pas un secret, tu restes à Montréal. Ouais. Tu vas redéménager à Longueuil parce que quand on s'est connus, tu restais sur la rive sud. Ouais, mes premiers appartements étaient sur la rive sud. Ouais. Je vais redéménager puisque, comme tout le monde sait, le bureau de Humanware, c'est là. Puis je suis quelqu'un qui adore être autonome puis qui adore se déplacer, mais c'est parce que... On perd du temps quand même à se déplacer. Ça fait long quand même. Puis est-ce que pour toi, j'imagine que non, je me doute de la réponse, mais changer d'appartement pour toi, c'est-tu... C'est pas compliqué, dans le sens où je m'adapte bien, mais c'est quelque chose qui me stresse. Comme là, je sais que je déménage dans 3 semaines à peu près. Là, je suis dans un stress. J'ai hâte que ce soit fini, j'ai hâte que ce soit fait. Je l'ai vu, mon nouvel appartement, je sais à quoi il ressemble, puis ça m'énerve. Là, ça m'énerve. Ça t'énerve de... De déménager, tout le fait de pacter, de devoir tout transporter, de dépacter. D'apprendre le nouveau coin, ben là, j'ai la chance que c'est un coin que je connais déjà à peu près, mais d'apprendre le nouveau coin, je vais m'adapter, puis ça me dérange pas. C'est pas les déplacements qui m'inquiètent, c'est vraiment le déménagement en tant que tel. J'aime pas déménager. OK, le fait de faire les boîtes, le déménagement en tant que Le tel. déménagement, défaire les boîtes. Après ça, tu te cherches pendant des semaines. Pas plus qu'un. Je pense pas me chercher plus qu'un voyant, mais même un voyant, quand il vient de déménager, il va pacter ses affaires vite faites. Puis là, 2 mois après, il va se rendre compte qu'il a besoin de quelque chose, puis il saura pas où ce qui est. Puis... Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je t'aurais bien entendu comme animateur de radio, parce que tu parles bien, tu as une belle voix aussi. Merci un beaucoup. Beau teint de voix. Mais des fois, notre vocation n'est pas celle qu'on pensait, ou on en a une deuxième, ou et c'est bien comme ça, parce qu'on va faire une petite pause. OK. Puis après la pause, on va parler un peu de... On en a déjà discuté, toi et moi, mais pas devant le micro, là. Un petit peu de la place des handicapés visuels dans le monde du travail. Ouais.
Ça fait qu'on fait une petite pause de rien du tout, puis on revient avec notre invité qui est Simon Boisvert. Bienvenue à la section questions, commentaires et petites annonces. La semaine dernière, je vous parlais du Kéton du Conseil canadien des aveugles de Longueuil et certaines personnes m'ont mentionné que malheureusement, j'avais mal donné le numéro de téléphone pour rejoindre M. Morin. Alors, je vous le redonne. Ça devait être dans la nervosité de la première émission de la semaine dernière. Donc, le numéro pour rejoindre M. Martin Morin est bien le 450-442-2008. Donc, 450-442-2008. Voilà maintenant qui est réglé. Maintenant, je vous parle de l'Association des aveugles de la Rive-Sud qui tiendra son assemblée générale annuelle samedi le 25 mars 2017 au 1 Curé Poirier Est à Longueuil. L'accueil sera à 14h30, le début de l'assemblée à 15h. Il y aura un souper suivi d'une soirée de bingo pour les membres présents à l'assemblée. Le coût est de 20$ et vous pouvez vous inscrire le plus rapidement possible auprès de Antoinette Gervais, qui est la présidente, au 450-442-2033. Et là, tous les numéros se ressemblent, là, mais c'est bien le 450-442-2033. Je vous rappelle que, comme certaines personnes l'ont fait, vous pouvez communiquer avec nous. Nous avons une page Facebook qui s'intitule « Connaissez-vous ». Nous sommes aussi accessibles sur YouTube et sur SoundCloud. Maintenant, mon invité la semaine prochaine pour l'émission numéro 3 déjà, ce sera M. Fernand Boucher. Fernand, je lui ai demandé, lorsqu'il était pensionnaire à Louis Braille, quelles étaient les activités qui étaient organisées pour passer le temps, puisque certaines personnes n'allaient dans leur famille que quelques fois par année. Et je lui ai aussi demandé s'il arrivait souvent des incidents lorsqu'il pratiquait ces activités. Il nous parle, entre autres, d'une activité qu'il pratiquait et de quelques petits pépins qui se sont produits. Ben c'est sûr, mettons, là, on jouait au baseball dans B2. Ça, c'est B2 des grands aveugles. Là, Jouer au baseball? Ouais. Alors là, au bâton, c'était un ballon, ouais. Mais au champ, c'était tout le monde sur la clôture. Bon, moi, à un moment donné, j'ai foncé dans la clôture, je me suis fendu le front. Bon. Ça arrive, ça peut arriver, là. L'éducateur m'amène à la chambre de moine pour les points de suture. L'autre fois, c'est l'autre gars qui me donne un coup de bâton sur la tête. Oui. Bon, ça fait une poque, ça n'a pas fendu, mais on était à l'hôpital aussi cette fois. C'est sûr qu'il y en a, mais il y en a partout, il y en a là aussi, hein. On a eu des accidents, mais on joue pareil, disons. Alors, l'intégrale de l'entrevue avec Fernand Boucher, la semaine prochaine, à partir de vendredi, le 17 mars, sur les différentes plateformes énumérées tout à l'heure. Maintenant, on retourne à la fin de notre entrevue avec Simon Boisvert. Alors, on est de retour avec mon invité qui est Simon Boisvert. Et je disais avant la petite pause qu'on allait parler un petit peu de notre perception des autres, hein, par rapport un peu le handicap, par rapport au marché du travail. Toi, Simon, bon, toi et moi, on travaille, comme on pourrait dire, dans le milieu des non-voyants. Oui. Mais est-ce que tu trouves que les non-voyants autres que nous, disons, là, je sais pas comment le dire, ont des chances de travailler dans la société? Pour avoir des chances de travailler dans la société, parce que même tu dis je suis dans le milieu, dans le sens où oui, je fais des produits dans le milieu, mais mes collègues, mon environnement n'est pas lié au milieu, en fait. Donc, pour avoir une chance de travailler,
Puis d'avancer dans la vie en général, je pense qu'il faut être positif. C'est clair qu'il va y avoir des obstacles. C'est pas simple. J'ai parlé de certains obstacles que mes parents avaient mis sur mon chemin, mais c'est rien par rapport, je veux dire, les obstacles de la vie, on en a toutes, là. Il faut prendre ça avec le sourire, il faut être positif, puis si on veut pouvoir s'intégrer dans la société, dans un monde de voyants, ça revient à ce que je dis, il faut s'adapter, puis il faut prendre ce qui nous arrive en riant. C'est des choses qui arrivent, puis plus tu vas t'apitoyer sur ton sort, c'est ce que j'ai remarqué, plus tu vas trouver ça difficile, puis te plaindre, moins le monde va vouloir t'aider. C'est mon impression, je dirais, là, mais moins le monde va être porté à vouloir être aidant avec toi. Mais est-ce que tu trouves qu'en général, les gens sont aidants? De façon générale, oui. Parce que toi, de la façon que je te connais, puis de la façon que tu nous parles aujourd'hui, tu te déplaces comme tu veux, tu vas où tu veux. Oui. Ça doit arriver des fois que tu es pressé, que tu... C'est ça. Tout dépend de la façon que tu les accueilles. Si tu as besoin d'aide, puis que tu le demandes en criant « Ah, je suis pas capable, j'ai besoin d'aide », personne ne va t'aider. C'est plus difficile. Mais tu vois, moi, pour avoir de l'aide, j'essaie d'être poli, excusez, j'ai besoin de quelqu'un. Mais si jamais il n'y a personne qui me répond, puis que j'entends une fille ou quelqu'un marcher à côté avec les souliers, ben, je la pogne par le bras, puis je dis, excusez madame, j'ai besoin d'aide. Il faut pas être gêné de s'imposer non plus. OK. Et souvent, ils vont t'aider. C'est juste de dire excusez. Ben, des fois, ils pensent que tu veux de l'argent ou quelque chose, puis ça leur tente pas. Mais si tu pognes le bras, puis tu te gardes, je le sais que t'es là, puis j'ai besoin que tu m'aides à aller à telle place. Mais ils vont le faire, écoute. Ils peuvent pas dire que tu le savais pas. Tu l'as pogné. En général, tu dirais que tu es quelqu'un avec un bon sens de l'humour. Je pense que oui. Ça te sert quand même en général dans la vie? Je pense que oui, ça nous sert. Ça montre au monde qu'on est des personnes comme tout le monde, tout simplement. Puis je me rends compte, les journées où je suis de moins bonne humeur, les choses sont moins faciles. Les gens te posent souvent des questions, est-ce que... Par rapport à mon handicap? Ouais. Oui, puis je pense que c'est une bonne chose. Il faut accepter de répondre à leurs questions. Les voyants ne connaissent pas, ne savent pas ce qu'on est capable de faire. Puis de les laisser deviner, on fera rien. De les laisser deviner, on fera rien. Tout comme de ne rien essayer, ça donnera rien non plus. Il y a des choses que je pensais ne pas être capable de faire, puis que finalement, ben, si personne m'avait poussé, je l'aurais pas fait. Fait que faut pas avoir une réaction de « Ah, je serais pas capable ». Je pense, sans donner trop de détails, au bureau, il y a certains types de tests que je pensais pas trop être capable de faire. Puis je voyais que le bureau était dans le rush pour ces tests-là, puis je me suis dit « Si je me lançais, d'un coup, je serais capable ». Aujourd'hui, mais c'est des tests que je fais régulièrement parce que je me suis rendu compte que finalement, c'était moins compliqué que je pensais. J'ai eu de l'aide, il y a des collègues qui étaient là si j'avais besoin pour me le montrer, puis aujourd'hui, ça se passe bien. Donc, c'est de ne pas avoir peur d'essayer. De ne pas avoir peur d'essayer, au moins d'essayer, mais de reconnaître ses limites aussi. Je pense que c'est important. Mais les limites sont souvent beaucoup plus loin que ce qu'on peut penser. Et puis, est-ce que tu trouves aussi que... On parle beaucoup de l'accessibilité universelle. Est-ce que pour toi, bon, tu utilises le transport en commun, est-ce que tu penses qu'il y aurait moyen de faire mieux? Il y aurait moyen de faire mieux, c'est sûr, mais il faut tempérer nos demandes. Plus on va en demander, plus on va donner l'impression à la société d'être des personnes qui ont besoin d'accommodement. On en a besoin d'un certain nombre, oui. Mais il y a des choses avec lesquelles on est capable de vivre. Je donne un exemple. On s'est battu pour que les autobus disent les arrêts à Montréal. C'est super le fun. Je suis le premier à en bénéficier, puis c'est le fun. Mais ils l'ont fait quand ils ont été prêts. Puis j'ai déjà vu des personnes aveugles. Ah, mais ils le font pas à Longueuil, c'est pas juste, c'est plat. Vous avez vos GPS, vous avez les GPS sur les téléphones, vous avez des trackers, on est capable de s'organiser sans ça. Est-ce que tu as avec les iPhones, exemple, s'il y a beaucoup de non-voyants qui utilisent les iPhones, est-ce qu'il y a une application comme ça que tu pourrais comme proposer? Moi, j'utilise Blind Square comme GPS pour savoir le nom des rues où je me déplace. C'est un peu comme le tracker. Là, tu es sur telle rue, puis il va te dire vous êtes au coin de chemin Chambly. Vous êtes sur chemin Chambly, vous arrivez au coin de Curé-Poirier, des choses comme ça. Ça dit les adresses où qu'on passe. Puis si on a une route à faire, ben c'est Google Maps ou Plans sur l'iPhone qui embarque puis qui nous guide
tourner à droite ici, tourner à gauche, puis t'as Blind Square qui suit en arrière en disant sur quelle rue tu te trouves, puis tout ça. Ça coûte un certain montant, une cinquantaine de dollars. Tu peux l'avoir moins cher si tu tombes en spécial. Là, moi, je pense que je l'ai payé 20, 25 dans le temps. Mais c'est peu importe le prix, j'ai même une cinquantaine de dollars, c'est très bien investi. C'est une chose qu'on paye une fois, puis ça coûte toujours moins cher qu'un GPS dédié. Là. Et qui est quand même assez fiable, selon toi, tu l'utilises fréquemment? Fréquemment, j'ai jamais eu de problème de fiabilité. Pour certaines personnes, par contre, sur un téléphone, c'est plus compliqué, puis un tracker va être mieux. Puis ça reste un appareil aussi fiable aussi. Là. OK. Sur lequel il ne faut pas, évidemment, se fier à 100%. Il faut toujours avoir sa canne, il faut toujours avoir son jugement. Mais c'est pareil avec un tracker, c'est encore pire avec un iPhone. Parce qu'un iPhone, je donne un exemple, Blind Square t'a dit les rues où est-ce que t'es, mais comme j'ai mentionné, les routes sont données par map ou par plan. Map ou plan, il ne sait pas que tu es aveugle. C'est pas une application dédiée, c'est une application pour voyants. Des fois, elle va t'envoyer prendre une passerelle que nécessairement tu ne pourras pas prendre. Faut être un peu au courant de ces choses-là. C'est ça, faut être au courant, puis savoir que s'il y a plein d'autos qui passent, puis ça, il n'y a pas de feu sonore, ça a l'air dangereux, ben on trouve quelqu'un pour le faire, ou on se dit, bon ben regarde, je vais lui demander de calculer un autre chemin parce que c'est clairement pas réaliste. Là. OK. Est-ce que, vite comme ça, est-ce que toi, tu aurais un message à passer aux jeunes? Toi, tu es encore dans la catégorie des jeunes. Est-ce que de persister dans la vie, si tu as le goût d'essayer de faire quelque chose, de ne pas avoir peur d'au moins essayer? De ne pas avoir peur d'essayer, de persister, de montrer au monde qu'on est capable, parce que, oui, on l'est. On est capable de ça. Mais mon père m'a toujours dit, puis je l'ai dit tantôt, c'est à nous à fournir les efforts d'adaptation en premier, si on veut que le monde, la société en général nous suive. Plus tu vas montrer que tu essaies, plus qu'ils vont vouloir t'aider, puis plus notre vie va être simple. Puis toi, tu as 25 ans? 25 ans, ouais. 25 ans. Est-ce que tu es satisfait de ta vie jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que tu... Mettons une chose très positive, puis une chose peut-être que tu aimerais, un souhait? Il y a beaucoup de points négatifs, c'est beaucoup plus lié à ma maladie qu'à mon handicap. Mon handicap est quelque chose que je vis très bien. Je suis content d'avoir un travail depuis 2 ans, un peu plus que 2 ans maintenant. Je suis content, j'ai un appartement, je suis en couple, j'ai une vie heureuse. Je pense que j'ai réussi du mieux que je le pouvais. Toujours place à amélioration, puis ça viendra avec le temps, je pense. Mais de négatif, ben... c'est peut-être, si on se fie juste à l'handicap visuel, c'est le fait de dire que ben on a un peu plus d'efforts à fournir. C'est dommage, mais c'est ça. Mais c'est ça depuis le début. C'est ça, puis ça va toujours être ça. Il faut pas se laisser abattre. Juste pour donner un exemple de truc où il faut se débrouiller, mon bureau est très mal placé pour un handicapé visuel qui s'y connaît pas. C'est pas évident de le trouver. La première journée, j'ai demandé à un voyant, décris-moi ce que tu vois. Là. Il a pris map, puis il m'a décrit, tu vas passer par là, tu vas avoir telle entrée, tu vas arriver là. Puis j'ai appris le chemin. Puis aujourd'hui, ben, c'est un chemin que je fais tous les jours pas mal de ça. Mais dès qu'il y a une tempête, dès qu'il y a quelque chose, si j'appelle puis je dis j'ai besoin d'aide, les gars, j'y arriverai pas, mais il y a toujours quelqu'un pour m'aider. Puis même souvent, ils vont faire regarde, je vais te donner un livre, là, il fait pas beau. Puis, Ça que t'as un soutien. Parce que je démontre que j'essaye. De mon côté. Donc ça te rapporte en plus de réussir des choses par toi-même, mais d'avoir comme une certaine empathie ouais. de ton entourage pour t'aider. Carrément. Ben moi je trouve que c'est un très beau message, puis je pense qu'on va même finir là-dessus. Si je peux dire une autre chose, si vous avez comme quelque chose à reprocher qui est inaccessible ou qui est plus difficile, de l'apporter avec le sens de l'humour. De l'apporter avec le sens de l'humour dans la conversation, puis juste le dire une fois, ils vont comprendre. Si on passe notre temps à le répéter, on va juste tanner le monde avec ça. De le dire, ben c'est pas évident. Passer pour des chioles. C'est ça. De pas... Il y a une façon de dire les choses, puis même des fois, j'ai pas besoin de le dire. Ça doit pas être évident ce chemin-là. Bah, c'est pas évident, mais je me débrouille. Ouais, mais gars, je vais t'aider, ça va aller plus vite. Si je serais arrivé, c'est de la merde, pas faisable, ça. Pas le goût de t'aider. Ils ont pas le goût. Là, il y a une façon d'amener les choses.
Ben, je souhaite que le message passe. Je souhaite que le message passe auprès des autres, des non-voyants qui ont peut-être pas beaucoup expérimenté jusqu'à aujourd'hui. Puis je souhaite aussi les proches peut-être qui écoutent. Des fois, ça peut donner des petits trucs pour nous aider. Si vous êtes un parent d'un jeune non-voyant, gênez-vous pas pour faire comme mes parents ont fait. Déplacer des choses dans la maison. Montrez-leur que s'ils vont arriver, là, faut pas penser, là, au bureau, là, ils essaient, le frigo, c'est un exemple que j'ai donné, là. Ils essaient de mettre des choses à la même place, mais des fois, il y en a qui y pensent pas, puis je me ramasse que je peux inverser la crème puis le lait, puis c'est des choses qui vont arriver dans la vie de tous les jours, puis je dis pas de le faire à l'excès, moi c'est pas ce que ma famille faisait, mais il faut le faire un peu pour qu'il arrive certaines mauvaises expériences duquel l'aveugle va pouvoir apprendre. Ben, je te remercie vraiment beaucoup, Simon, d'avoir accepté de participer à mon émission. Avec je te remercie aussi pour tous les beaux messages de positivisme. T'es jeune, il y a des jeunes qui vont nous écouter, je le souhaite. Puis de leur donner peut-être un petit coup de pouce, un petit espoir que la vie est pas perdue parce qu'on voit pas, on est capable de réaliser des choses, on est capable de sortir, de faire des activités, de faire en sorte que le temps soit pas long, qu'on s'ennuie pas toujours. Je pense que c'est important. Oui. Mais en tout cas, encore une fois, un gros merci. Un plaisir. Puis moi, je vous repose la même question qu'au début après ces beaux messages. Connaissez-vous maintenant mieux Simon Boivin? Merci, à la prochaine.